payer son billet, on a le droit d'entrer. Voilà. Je dis d'ailleurs, moi je peux facilement visiter, mais mes amis béninois qui veulent montrer à leurs enfants leur propre patrimoine, ils ne peuvent pas visiter cela. Il faudrait qu'ils aient déjà le visa, il faudrait qu'ils payent l'avion, qu'ils payent le billet, qu'ils disent aux enfants, voilà ce qui nous appartient et qui a été pris par la France, qui est un pays ami. Bonjour l'amitié. Vous voyez, c'est difficile de montrer l'amitié entre les peuples dans ces conditions. Et nous disons que le dialogue interculturel ne peut pas reposer sur le pillage interculturel. Donc nous sommes le pays des droits de l'homme et non pas le pays des droits des voleurs. Nous sommes le pays hôte de l'UNESCO. L'UNESCO qui défend la culture et le patrimoine. Et devant l'UNESCO, qu'est-ce qu'on dit? Aujourd'hui, nous avons le Bénin, dont nous avons rencontré le président, M. Talon, qui a fait depuis un an une demande officielle de restitution. Voilà, la demande est faite, elle est écrite, c'est moi-même qui l'ai portée d'ailleurs en France auprès de M. Hérault, et le M. Hérault a répondu non. C'est quand même étonnant. Il ne nie pas les faits, il dit oui, oui, effectivement, ça a été volé. D'accord. Eh bien non. Alors vous voyez, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Je crois qu'on ne peut pas décemment dire oui, j'ai volé et je vous emmerde. C'est un petit peu ça quand même. Alors, il y a des arguments de droit qui sont opposés, qui sont complètement fallacieux, puisqu'en France, il y a 2 procédures possibles pour des restitutions d'objets qui sont au patrimoine. Car ce que dit M. Hérault, c'est que c'est au patrimoine, une fois que c'est au patrimoine, c'est inaliénable. En fait, c'est faux. Quand un objet est au patrimoine, il est classé, mais il peut être déclassé, soit par un vote de l'Assemblée nationale, soit par une commission ad hoc qui a été construite il y a 3 ans, qui s'appelle la Commission scientifique nationale des collections, dont j'ai rencontré la fondatrice. Elle m'a dit la procédure est très simple. Lorsque quelqu'un a des biens qui sont classés au patrimoine, que ce soit l'État ou une ville, eh bien, ces objets, eh bien, la personne peut saisir cette commission, et si ces biens ont été mal acquis, la commission peut les déclasser, et la personne peut ensuite les restituer. Donc, il n'y a pas de difficulté. La présidente, la fondatrice de cette commission me dit, les objets du Bénin, on les connaît. Il n'y a pas de débat. Si vous allez au musée du Quai Branly, l'histoire de ces objets est clairement indiquée. C'est même indiqué origine générale Dodds. Donc, on sait bien d'où ça sort. Eh bien, si la France dit à la commission, je souhaite restituer au Bénin ces objets, la commission les déclasse, et on peut le plus légalement du monde les restituer. Alors, il y a un certain nombre de débats un peu oiseux, d'ailleurs, qu'on entend parfois. Il y a des gens qui disent, oui, mais vous comprenez, si on les rend au Bénin, est-ce que les Béninois sauront s'occuper de leur patrimoine? Alors, moi, je dis, premièrement, j'ai lu un rapport de la Cour des comptes qui disait qu'entre 2007 et 2012, année pendant lesquelles M. Sarkozy était président, plus de 700 objets ont été volés à l'Élysée. En tout cas, ont disparu. Je ne sais pas s'ils ont été volés, j'exagère, mais ils ont disparu. Peut-être qu'ils se sont volés. Alors, est-ce que la France est vraiment capable de garder du patrimoine? Moi, je crois que je peux poser cette question. Deuxièmement, c'est une question que je veux bien considérer si ce sont des Africains qui se la posent en tant qu'Africains à d'autres Africains. Ça, oui, que des Africains se posent cette question, c'est une très bonne question et il faut y répondre. Et d'ailleurs, des réponses sont en train d'être données. Le président Talon est en train de faire construire, par exemple, un musée dont une aile, un musée moderne par conséquent, dont une aile sera consacrée à cela. Nous avons un certain nombre de milliardaires béninois que nous avons contactés et qui sont prêts à mettre la main à la poche pour garantir la conservation et la sécurisation de ces objets. Notamment M. Zassou, l'ancien Premier ministre du Bénin, qui est un homme d'art, qui connaît beaucoup ces questions. Et donc on n'a pas de difficulté à cela. Mais je dis que des Africains se posent la question et apportent la réponse, c'est très bien. Mais que l'État, qui a volé les choses, dise aux gens oui, je voudrais savoir, là, un petit peu, est-ce que la sécurité est garantie? Je dis quand même, vous êtes gonflés. C'est comme si quelqu'un volait ma voiture, la police l'attrape, en lui disant, il faut rendre à monsieur Tain sa voiture, et que la personne dise, oui, mais la porte du garage n'est pas tout à fait sécurisée, c'est pour ça que je ne peux pas rendre la voiture. Il ne faut pas exagérer. Donc, le voleur ne peut vraiment pas être celui qui dit, je ne rends pas parce que la sécurité n'est pas garantie. Donc sinon, ça ne va pas. Donc voilà pourquoi je dis qu'il y a des débats parfois un peu oiseux, mais c'est aussi une cause qui avance, puisque nous avons mobilisé beaucoup
le Forum des rois et leaders traditionnels d'Afrique nous soutient. L'ensemble des rois du Bénin nous soutient. Nous avons fait une tribune dans le monde en ce sens. Nous avons des personnalités comme Sindika Dokolo, qui est le beau-fils du président Dos Santos en Angola. Donc c'est l'époux de la fille du président Dos Santos, qui est le plus grand collectionneur d'art africain au monde, et qui a fait une vidéo qui a été reprise un peu partout, y compris sur le monde.fr, dans laquelle il dit les choses suivantes. Il dit, écoutez, j'ai une collection d'art africain, je m'intéresse beaucoup à ces questions, et la réponse du Quai Branly et de la France est odieuse. Il a dit, j'en ai marre, c'est l'expression qu'il dit, j'en ai marre, et puisque c'est comme ça, moi j'avais prévu de coopérer avec la France, et je devais, dans quelques mois, prêter un certain nombre d'objets au musée du Quai Branly. Eh bien, puisque c'est comme ça, il n'en est pas question. Et j'invite toutes les personnes qui me suivent à faire comme moi. En d'autres termes, il lançait une campagne de boycott international contre la France. Alors, la France pensait que c'était compliqué de restituer, elle est en train de découvrir que c'est encore plus compliqué de ne pas restituer. Et aujourd'hui, c'est la France qui est en train de s'isoler sur la scène internationale. Nous avons des députés européens qui sont en train de travailler avec nous, qui ne comprennent pas qu'un débat aussi simple, finalement, ne soit pas réglé d'une manière immédiate. Ils disent, la France aurait dû tout rendre rapidement, discrètement, voilà. Et non pas dire non de manière publique, avec arrogance, comme une espèce de pigeon qui est content de lui, qui fait le fanfaron, je dis non, je suis content et je suis magnifique. Non, c'est pas possible. Donc voilà en tout cas où nous en sommes. Aux dernières nouvelles, Monsieur Hollande, à qui nous disions, vous ne pouvez pas partir comme un voleur, parce que vous allez partir bientôt. Donc est-ce que vous allez partir comme un voleur au sens propre du terme, ou est-ce que vous allez partir comme quelqu'un qui a défendu les droits de l'homme? Eh bien, vous avez constaté qu'il n'a pas annoncé de restitution, donc je vous laisse faire les conclusions. Et il a simplement proposé de faire une commission. Alors, en général, quand on veut étouffer les problèmes, on fait une commission. Alors, donc, il y a une commission il y a, et en invitant les gens à discuter, etc. Bon, alors moi, je veux bien qu'on discute dans les commissions, hein, je n'y suis pas opposé. Mais enfin, c'était aussi une manière de ne pas répondre à la question posée. Et donc, il va falloir suivre ce dossier, évidemment, avec le successeur de M. Hollande, qui a pris des positions fortes sur la colonisation. Il a dit que c'était un crime contre l'humanité, mais il y a eu quelques zigzags entre-temps, que vous avez peut-être suivis, et donc il s'agira de savoir dans les mois qui viennent s'il est plutôt zig ou plutôt zag. En tout cas, nous sommes tout droit, et il va falloir qu'il file droit, si j'ose dire. Alors voilà le deuxième dossier sur lequel je voulais intervenir. Vous voyez, j'ai parlé de l'esclavage, là je parle des pillages coloniaux. C'est une autre affaire, c'est la question des biens mal acquis. En fait, c'est les biens mal acquis de la France. On parle toujours des biens mal acquis des présidents africains. Effectivement, je suppose que c'est vrai, mais je pense que nous avons aussi, nous en France, beaucoup de biens très mal acquis. Et donc il est un peu amusant qu'on fasse la leçon aux autres sur les biens mal acquis, quand nous-mêmes avons des musées remplis de biens très mal acquis. Le Bénin a décidé de fonder le développement économique, notamment sur le tourisme. Il y a beaucoup de potentiel touristique au Bénin, potentiel naturel, culturel, formidable, etc. Donc il y a un potentiel touristique, et la Banque mondiale invite le Bénin à travailler en ce sens, et notamment le tourisme mémoriel, hein, puisqu'il y a évidemment toute une histoire très dense, très lourde, très riche. Mais comment voulez-vous développer un tourisme mémoriel quand le patrimoine mémoriel est à 95% absent? Donc en fait, on dit au Bénin, développez-vous, mais en même temps, on leur dit, on va vous empêcher de vous développer. Puisque les objets qui permettraient, entre autres, pas seulement, mais qui permettraient de faire ce développement touristique, font défaut, ils ont été volés. Donc c'est un enjeu de justice, bien sûr, c'est un enjeu, évidemment, de culture, de patrimoine, c'est aussi un enjeu économique. C'est aussi un enjeu économique. Et il est quand même assez choquant qu'un pays qui essaye de sortir de la pauvreté, où il se trouve pour toutes sortes de raisons, entre autres coloniales, pas seulement, mais entre autres, eh bien, on l'empêche finalement de se développer par ses propres moyens, en gardant dans des caisses et dans des caves des objets qui ne participent pas au développement de la France. En fait. Donc, vous voyez, encore une fois, c'est un problème concret. La réparation, c'est pas des choses abstraites, c'est pas purement philosophique, c'est aussi philosophique. C'est pas des choses seulement du passé. Ces objets, ils sont actuellement
dans ces musées, la France perçoit de l'argent et des dividendes sur les visites. Les gens payent de l'argent à la France, et c'est cet argent qui ne va pas au Bénin, qui en aurait bien besoin. Voilà. Donc voilà, c'est des questions concrètes. Troisième exemple, pour être encore dans un autre domaine, c'est la question du travail forcé. J'ai là quelques brochures d'ailleurs que je tiens à votre disposition. Comme il n'y en a pas pour tout le monde, eh bien on va se les partager. Le travail forcé est une réalité très très peu connue en France. Lorsque l'esclavage a été aboli en 1848, beaucoup de colonialistes se sont dit il y a un petit problème. Comment allons-nous faire pour travailler dans les colonies? C'est pas nous qui allons travailler avec nos petits bras musclés et remplacer les nègres. Il faut trouver une solution. Alors, on a d'abord proposé aux anciens esclaves affranchis de travailler à nouveau dans les plantations gratuitement pour les maîtres. Alors, les esclaves ont dit c'est bizarre, ça ressemble comme deux gouttes d'eau au système contre lequel on s'est mobilisé et qui a été aboli. Donc non, en fait non, on n'ira pas du tout. Donc ce système n'a pas marché. Ensuite, donc, juste après 1848, on a décidé de faire venir de nouveaux Africains vers les colonies d'Amérique et de l'océan Indien, en leur disant, c'est pas de l'esclavage, en fait, vous allez travailler, vous ne serez pas payé, mais à la fin, après 6 ou 7 ans, vous aurez une terre, peut-être même un peu d'argent, surtout si vous survivez. Bon. Alors, on a mis en place ce système, ça n'a pas trop bien marché non plus. Et puis finalement, on s'est dit, mais pourquoi prendre des Africains en Afrique, les faire travailler dans les Amériques, alors que nous avons des colonies africaines en Afrique, parce que nous sommes en train de nous développer, de nous déployer dans l'espace. Et donc, au lieu de faire des Africains traverser l'Atlantique, laissons les Africains en Afrique, où on va les faire travailler pour nous. On ne peut pas faire tout à fait l'esclavage comme il a été fait à l'époque du Code Noir, donc on va appeler ça travail forcé. Et donc on a remplacé l'esclavage dans les Amériques par le travail forcé en Afrique. Alors, juridiquement, c'est très différent. Et vous pourrez me demander d'ailleurs quelles sont ces différences. Par exemple, dans le Code Noir, l'esclavage fait de l'Africain ou de l'Africaine un meuble, un bien meuble. L'indigène dans les colonies d'Afrique ou d'Indochine reste libre officiellement. Donc déjà, c'est une très grande différence. L'esclavage, ancienne époque, eh bien, c'est un bien meuble qui appartient à une personne privée. Une personne, une compagnie, comme la Compagnie des Indes. Là, dans cette nouvelle époque, le travail forcé, l'indigène, il est réquisitionné par la puissance publique, c'est-à-dire par l'État. Et l'État le prête à une concession, hein, à une compagnie, pour un certain temps, pour faire des chantiers. Donc vous voyez, la première époque, l'esclavage est privé. La deuxième époque, c'est un esclavage public, finalement. Mais pour la personne qui travaille et qui n'est pas payée, je peux vous dire, c'est blanc bonnet et bonnet blanc. Eh bien, on a un certain nombre de chantiers qui ont été absolument terribles. Le chantier du chemin de fer du Congo-Océan est le plus connu. Il a été rendu célèbre par André Gide, par Aimé Césaire, par Albert Londres, le journaliste, qui a écrit un livre célèbre qui s'appelle Terre d'ébène, la traite des Noirs. La traite, c'est le mot qu'elle emploie. Gide a fait 2 livres sur ce sujet, 2 livres. Voyage au Congo, retour au Congo. Gide était colonialiste, il était pour la colonisation, mais quand il a vu ce qu'il a vu, il n'en revenait pas. Il dit, je ne comprends pas, je m'attendais à des choses, bon, peut-être quelques excès, mais là ce que je vois, c'est de l'esclavage, effectivement. Le chemin de fer du Congo-Océan est assez emblématique, ce n'est qu'un chemin de fer parmi d'autres, ce n'est qu'un chantier parmi d'autres, mais on a utilisé ce qu'on appelait les moteurs à banane. Qu'est-ce que c'est qu'un moteur à banane? Vous prenez un indigène, vous mettez une banane dans sa bouche, vous le faites travailler, il meurt, vous en prenez un autre, vous mettez une banane, vous recommencez, c'est des moteurs à banane. C'est une forme de développement durable, si vous voulez, c'était déjà ça à l'époque. Et comme tous les indigènes du Congo dont on avait besoin étaient déjà indisponibles ou morts, on allait chercher d'autres indigènes au Cameroun, au Gabon, jusqu'au Tchad. On capturait les gens, on les déportait, il n'y a pas d'autre mot, sur des milliers de kilomètres, à marche forcée. Les gens traversaient des déserts, des montagnes, des forêts. Ils étaient enfermés dans des camps de travail. C'est le mot de l'époque, c'est pas moi qui l'utilise pour faire des analogies avec la Seconde Guerre mondiale. Le mot camp de travail ou des camps ferroviaires est le mot de l'époque. Donc les gens sont enfermés dans des camps
Ils travaillent, ils meurent, et on continue. Cela était tout à fait scandaleux déjà à l'époque. Le ministre des colonies, à l'époque, M. Maginot, dans les années 20, qui était célèbre pour la ligne du même nom, qui n'est pas très loin d'ici, donc un monsieur très efficace, comme vous voyez, eh bien, il a été interpellé à l'Assemblée nationale, et on lui a dit, mais enfin, il paraît que c'est vraiment scandaleux, que les gens meurent, que c'est horrible. Et il dit, oui, oui, il y a 57% de mortalité, hein, chiffre de la police coloniale, 57% de gens qui meurent sur le chantier. En même temps, il faut bien faire des chantiers, et c'est la grandeur de la France. Hein. Alors la grandeur de la France, c'est la mort des indigènes en tout cas. Donc vous voyez, valait-il mieux être indigène dans les chantiers et le travail forcé en 1920 au Congo, ou esclave en Guyane en 1830? Franchement, c'est la peste et le choléra. On a à peu près les mêmes taux de mortalité. Nous sommes là, évidemment, devant des crimes contre l'humanité. Pourquoi? Parce que, en droit international, depuis Nuremberg et le statut de Rome, sont qualifiables de crimes contre l'humanité des faits comme la déportation. Là, il y a déportation. Le travail forcé. Là, il y a du travail forcé, incontestablement. Les grandes souffrances en masse. Hein, c'est l'expression des textes juridiques. Là, il y a des grandes souffrances de masse, incontestablement. Donc, il y a au moins 3 raisons qui font que ce travail forcé dans les colonies d'Afrique et d'Indochine a été un crime contre l'humanité. Et donc nous avons lancé, il y a 3 ans, une procédure judiciaire contre SPI Batignolles, le 3e groupe de BTP en France, derrière Bouygues et Vinci, SPI Batignolles et l'État, puisque l'État était évidemment, non pas complice, organisateur, co-organisateur de ce crime. Alors SPI Batignolles, pourquoi aussi? Parce que, alors d'abord, ils sont héritiers de la Société de construction des Batignolles, qui est impliquée dans ce crime contre l'humanité. Ils sont les héritiers. Et puis, j'ai vu un jour un article dans lequel le président de l'entreprise SPI Batignolles il faisait un entretien dans Le Monde et il disait « Nous sommes très fiers de notre modèle social et de nos aventures outre-mer par le passé. » Alors je dis « Trop c'est trop ». SPI Batignolles était très haut sur la liste des entreprises qu'on voulait viser. On s'est dit là, on a trouvé la bonne cible. Ce monsieur, qui connaît normalement l'histoire de son entreprise, il a même écrit un livre où il parle de ce chantier. Il montre des photos magnifiques, il montre comment on a réussi à dompter la nature et dompter les indigènes, etc. On dit, bon voilà, celui-là, il a vraiment cherché, c'est la prochaine cible. Donc le procès suit son cours et en même temps, nous avons fait une 2e proposition de loi avec Cécile Duflot pour que le travail forcé soit reconnu comme crime contre l'humanité et qu'il y ait des réparations, évidemment, en conséquence. Lesquelles réparations doivent être définies par les héritiers de cette histoire. C'est-à-dire, les indigènes ne sont plus là, mais ils ont des enfants, des petits-enfants, qui sont dans des villages qui ont été rasiés à l'époque, et on peut très bien imaginer qu'on aille voir, qu'on demande aux gens ce qu'ils veulent, est-ce qu'ils veulent des écoles, des hôpitaux, des infrastructures, et que l'entreprise et l'État financent ce développement, cette fois-ci, si possible, sans travail forcé. Ça serait quand même tant mieux. Donc voilà ce qu'on peut imaginer comme réparation concrète pour les victimes de ce travail forcé. Alors vous voyez là aussi, c'est un sujet qui est concret, qui n'est pas très ancien, car le travail forcé a duré en France jusqu'en 1946. Il a été aboli par la loi Houphouët-Boigny, du nom du député de la Côte d'Ivoire, futur président, et encore, dans bien des endroits, ce dispositif a continué. En fait, il a continué jusqu'aux années 60, jusqu'aux indépendances. Donc, nous avons eu des esclaves en terre française jusqu'en 1960. Donc souvent, les gens disent « Oh, mais c'est très vieux cette histoire ». Mais non, 1960, c'est pas très vieux. Il y a des gens qui, sous domination française, étaient encore esclaves il y a 60 ans, même pas. Il y a 50 ans. Et c'est pas moi qui le dis, c'est l'Organisation internationale du travail. Car cette institution existait déjà après la Première Guerre mondiale, et elle disait à la France, quelque nom que vous donniez à cette institution, travail forcé, ce n'en est pas moins de l'esclavage. Et ça contrevient au droit français, et ça contrevient au droit international. Donc vous ne pouvez pas faire ça. Alors on dit à l'OIT, vous avez déjà condamné ces pratiques il y a quelques décennies, eh bien vous devez aller plus loin. C'est pas simplement que c'est criminel, c'est que c'est un crime contre l'humanité. La vérité, c'est qu'il y a eu en France plus d'esclaves après l'abolition de l'esclavage qu'avant.
plus d'esclaves après l'abolition qu'avant. Tout simplement parce que cette deuxième période, plus récente et plus courte, couvrait un territoire beaucoup plus important. C'est toute l'Afrique subsaharienne